Bonjour. La causerie d'aujourd'hui constitue une réponse à une question qu'on m'a posée sur les styles architecturaux parisiens. Je vais donc essayer de vous donner des indices pour vous permettre de reconnaître à quel style appartient un immeuble lorsque vous vous promenez dans Paris. Le style haussmannien, effectivement, est celui qu'on connaît le mieux et c'est vrai qu'il est prédominant, puisqu'on considère qu'il y a environ 60% des immeubles parisiens qui relèvent de ce style et donc ils ont largement contribué à façonner Paris tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais ce n'est pas le seul. Et d'une part, comme il a été dominant entre 1850 et jusqu'à l'aube de la guerre de 1914, évidemment, lui aussi a subi des évolutions. Je vous propose de nous limiter aujourd'hui au 19e siècle. Donc, si on commence en 1800, on va commencer par le style empire, qui va durer évidemment jusqu'à la chute de l'Empire en 1815. Alors le style empire, c'est le style de l'ordre. Ce sont des bâtiments classiques, massifs. Et vous connaissez le plus fameux d'entre eux, c'est la rue de Rivoli, avec ses grands immeubles bordés d'arcades. Donc ce sont des immeubles avec des fenêtres et des portails de plein cintre, en demi-cercle, des balcons filants, des lignes qui séparent bien les étages. On peut aussi trouver, et on en a des exemples dans la rue du Bac que vous connaissez sûrement puisque c'est près de l'association, des immeubles dont les façades entre les fenêtres sont creusées par des niches dans lesquelles se dressent des statues. À partir de 1815 et jusqu'en 1830, c'est le style restauration. Donc là, la construction n'est plus du tout une construction luxueuse avec des beaux matériaux. On va surtout construire des immeubles plus populaires, euh, très très sobres, et dans un style très épuré. Ce sont des immeubles de 4 à 5 étages, plus question de pierre de taille, à telle enseigne qu'on va appeler Paris à cette époque-là la ville de plâtre. Donc ce n'est pas très très flatteur. Les fenêtres sur les façades plates sont rapprochées. Elles sont dotées soit d'appuis ou de petits balconnets en fer forgé et elles sont accompagnées de persiennes. Les persiennes, ce sont ces larges volets en bois avec des lamelles qui laissent passer le jour. Au début de 1830, Paris compte 800 000 habitants. Et cette population qui n'arrête pas de croître pose de nombreux problèmes, tant en termes de salubrité que d'engorgement de la circulation. Les carrosses sont de plus en plus nombreux à circuler et surtout gros problème de salubrité puisque n'oublions pas qu'en 1832 éclate une épidémie de choléra qui va faire 19 000 morts à Paris et autant à Marseille d'ailleurs. Donc le travail des préfets à l'époque, c'est à la fois de moderniser le réseau des égouts et aussi, autant que faire se peut, d'élargir les voies de circulation. Le style Louis-Philippe, puisque c'est le nom qu'on donne à ce style à partir de 1830, d'abord va ressembler beaucoup à celui de la Restauration, donc très simple et très sobre. Et puis progressivement, et en particulier à partir de 1840, les façades des immeubles vont s'enrichir de décorations parfois exubérantes. Et donc, quand on a des persiennes, évidemment, c'est très dommage parce que ça cache ces belles façades. Donc, on va remplacer les persiennes par des volets métalliques pliants, assez fins, comme ceux que vous pouvez voir encore aujourd'hui sur nombre d'immeubles. À son arrivée au pouvoir, Napoléon III veut assainir, désengorger et moderniser Paris. Comme vous le savez déjà, il confie au baron Haussmann le soin de mener à bien ses projets. Et dès 1850, Paris devient un chantier monumental.
On va raser 20 000 immeubles et parfois même des bâtiments historiques, hein. Il y a des quartiers entiers qui vont être détruits, comme l'île de la Cité, et il n'y a pas moins de 36 000 immeubles qui vont être construits. Donc certains quartiers portent beaucoup de ces immeubles, hein, par exemple le 6e, le 7e, le 8e, le 16e, le 17e, et si vous vous promenez le long des grands boulevards, comme évidemment le boulevard Haussmann, vous avez des échantillons tout à fait classiques de ce style. Car le style haussmannien répond à des règles extrêmement précises, hein, qui sont aussi définies par le baron Haussmann. Les immeubles sont de 4 à 5 étages proportionnellement à la largeur de la rue. Il y a un 6e étage qui sera autorisé à partir de 1859. Le rez-de-chaussée et l'entresol sont striés par des redans. Alors ce sont des lignes qui sont creusées, hein, dans la pierre, comme pour marquer une séparation en quelque sorte. Il y a un 2e étage doté d'un balcon filant. Parfois, on peut trouver un autre balcon dans un étage supérieur pour des questions d'équilibre et d'esthétique. On élargit l'espace entre les fenêtres et tous les immeubles doivent être datés et porter le nom de l'architecte. Arrêtons-nous un instant, si vous voulez, pour observer certains détails de ces immeubles parisiens. Même si ce n'est pas propre à l'architecture haussmannienne, vous avez sûrement remarqué que les toits sont souvent dotés de chiens assis. Alors cette drôle d'expression désigne effectivement les fenêtres qui sont dans les toits, soit ce sont des fenêtres qui sont en retrait par rapport au toit, ou alors au contraire en saillie par rapport au toit. Leur objectif, c'est d'aérer l'appartement qui est dans le toit et de lui apporter plus de lumière, hein, par rapport à l'inclinaison du mur qui, lui, suit la pente du toit. Si le haut de la fenêtre est aligné sur le toit, ça va dégager au bas de la fenêtre une sorte de petit balconnet. La porte cochère, elle, en revanche, est tout à fait caractéristique de l'architecture haussmannienne et à ce titre, elle répond à des critères, hein. Normalement, elle a 2,60 m de large et 3,50 m de haut. Alors son nom vient de son usage initial, puisque c'était par ces portes qu'entraient les voitures à cheval pour aller dans la cour des immeubles où habitaient des familles suffisamment riches pour pouvoir se payer les services d'un cocher, hein, celui qui conduisait la voiture à cheval, d'où porte cochère. Associés à la porte cochère, ce sont les chasse-roues. Les chasse-roues, vous avez sûrement vu, peut-être sans connaître leur nom, hein, ces gros objets encombrants fixés dans le sol de chaque côté des portes cochères. Donc il y en a, ils ont une grande variété aussi et diversité, hein, de styles. Euh, Vous aussi aujourd'hui, vous manquez peut-être de tomber dessus, mais les piétons du 19e siècle les appréciaient beaucoup parce que ça leur permettait de se protéger, hein, de se mettre devant ou à côté pour éviter de se faire renverser par les voitures. Leur objectif initial, c'était bien sûr de protéger la porte et les murs lorsque les voitures passaient par la fameuse porte cochère. L'immeuble haussmannien est aussi construit avec des usages très précis. Le rez-de-chaussée est consacré au magasin. L'entresol ou le premier étage est constitué de locaux où les commerçants entreposaient leur stock. Et donc le premier étage d'habitation, c'est le 2e étage. Et c'est celui qu'on appelle aujourd'hui, ou qu'on appelait toujours, l'étage noble. En effet, c'était là qu'étaient les appartements les plus luxueux, habités par les familles les plus aisées. En effet, il n'y avait pas trop de marche à monter, pardon. L'ascenseur n'existera à Paris qu'à partir de 1867 et il deviendra électrique en 1890. Et malgré tout, elles étaient un petit peu
au-dessus de l'agitation de la rue parisienne. Donc à ce deuxième étage se trouvaient des appartements dotés d'un balcon sur toute la longueur et d'une grande hauteur sous plafond qui pouvait aller jusqu'à 3,50 m. À partir de 1880, l'opulence du style haussmannien original évolue vers plus de sobriété. Mais dès 1884, les règles de construction s'assouplissent. Et donc ça va permettre davantage de créativité aux architectes. On voit apparaître des façades d'inspiration gothique ou renaissance, grecque, romaine, égyptienne, enfin tout ce qu'on veut. Et surtout, on voit réapparaître, puisque ça n'existait plus à Paris, les oriels, ou que vous connaissez peut-être mieux sous le nom anglais de bow window. Ce sont des avancées par rapport à la façade qui sont vitrées sur toute leur hauteur et qui donc créent à l'intérieur de l'appartement comme une sorte de petite loggia fermée. À la toute fin du XIXe siècle, le style haussmannien connaît de nouveau une évolution et même un nouveau souffle, parce que les règles d'urbanisation, elles aussi, évoluent. Et donc, les architectes vont aussi continuer leur création. Par exemple, les balcons s'élargissent. Ils peuvent atteindre 1,20 m, alors que jusqu'alors, ils étaient limités à 40 cm. La hauteur des combles peut être plus élevée, ce qui permet plus de diversité dans les toits. Et lorsqu'un immeuble fait l'angle d'une rue, souvent on construit des arrondis. Et ces arrondis sont surmontés d'un toit en dôme. Ces dômes font aussi partie des caractéristiques de Paris. Je ne parle pas bien sûr du dôme des Invalides ou du dôme de l'Institut de France qui ne sont pas du tout de cette époque, mais des immeubles avec des dômes recouverts de matériaux très variés, du zinc, du cuivre, du plomb, des ardoises de forme rectangulaire ou en écailles de poisson. Donc beaucoup de diversité pour cette dernière période du style haussmannien qui va aller jusqu'à la guerre de 14. Eh bien, si ça vous intéresse, nous pourrons continuer cette promenade dans les bâtiments parisiens du XXe siècle, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, eh bien, passez une bonne semaine. Au revoir.